La part de l'Afrique dans cette architecture internationale est variée selon les domaines. Dans le champ des relations internationales, dans le champ du politique, où c'est un État, une voix, l'Afrique évidemment pèse fortement puisqu'elle représente 54 États qui sont membres des organisations internationales. Je pense notamment aux Nations Unies, mais je pense également dans le domaine économique de ce point de vue-là à l'OMC. Et l'on peut dire qu'à ce moment-là, elle compte à peu près pour un quart des voix internationales. Et même s'il n'y a pas de présence, par exemple, de pays comme membres permanents du Conseil de sécurité, à tour de rôle, il y a des pays africains qui sont membres du Conseil de sécurité, et donc on peut dire que l'Afrique pèse. D'autre part, dans beaucoup de négociations, il faut avoir des accords d'États africains pour pouvoir avancer les dossiers. Je pense par exemple, pour un seul exemple, la Convention climat, la COP 21 ou la COP 22. Les alliances entre des grandes puissances et les pays africains sont indispensables vis-à-vis d'un certain nombre de dossiers. Alors par contre, dans le champ, disons, monétaire ou dans le champ financier, globalement les organisations comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, là l'Afrique pèse extrêmement peu. Parce que pour simplifier, on est dans le domaine de 1 dollar une voix, et que le poids du PIB africain, c'est relativement faible au niveau mondial. Et donc, de ce point de vue-là, malgré des réformes donnant plus de quote-part aux pays africains, on est encore dans un rôle tout à fait subalterne de l'Afrique. L'intégration régionale est évidemment une des voies, mais elle est rendue relativement difficile actuellement parce qu'il y a des intérêts de souveraineté nationale, parce qu'il y a des économies qui sont beaucoup plus concurrentielles que véritablement complémentaires, parce qu'il y a des intégrations nationales qui ne sont pas complètement réalisées et donc qui sont un préalable à des intégrations régionales. On ne fait pas le court-circuit entre l'État-nation et la construction régionale. Il y a donc un certain nombre d'obstacles, même si tout le monde est d'accord que l'Afrique est balkanisée, que l'Afrique, comme le disait le président Boganda du Centrafrique, à l'époque ça s'appelait le Banguichari, c'est une poussière d'État, et qu'il faut évidemment avoir des marchés suffisamment élargis et en même temps des politiques relativement de barrières douanières ou de barrières non tarifaires, mais en même temps de coordination des politiques nationales pour pouvoir avoir véritablement une émergence. Alors c'est par contre sur la question du retard, je crois qu'il faut simplement nuancer. Il est évident que le modèle vers lequel les Afriques peuvent évoluer, les trajectoires actuelles et futures, ne peuvent pas être mimétiques par rapport aux sociétés dites industrielles ou dites matures ou dites développées. Parce que ce modèle, de toute façon, n'est pas généralisable au niveau de la planète. Le modèle énergivore, le modèle carboné, le modèle à cycle court de produits, le modèle qui crée des déchets, tous ces éléments, évidemment, n'est pas supportable pour la planète. Je crois que la question fondamentale est de voir comment les Afriques construisent leur modernité par des voies plurielles. Comment il y a des modèles qui sont du sur-mesure et pas des modèles mimétiques qui sont des modèles standards. De ce point de vue-là, il y a quand même beaucoup d'opportunités, mais la question est de savoir si elles sont saisies. Il y a d'abord quand même une jeunesse de la population qui veut trouver sa place dans le champ économique, dans le champ social, dans le champ politique. Elle est majoritaire démographiquement, mais elle ne l'est pas dans les autres domaines. Il y a d'autre part le fait que les nouvelles technologies permettent de court-circuiter des phases. On peut passer directement de la biomasse énergétique qui domine en Afrique vers des énergies renouvelables, le solaire, l'éolienne, éventuellement la géothermie dans certains cas, sans passer par des phases de centrales relativement lourdes et capitalistiques. Dans le domaine agricole, on peut également, ou dans le domaine de l'élevage, on peut également, grâce au progrès de la biologie, court-circuiter un certain nombre de phases. Dans le domaine des nouvelles technologies du numérique, on peut avoir des nouveaux systèmes d'enseignement, des nouveaux systèmes de santé, on a des nouveaux systèmes de crédit, d'accès au crédit. Et donc cette révolution technologique fait que ce n'est pas le modèle
en termes de retard, mais c'est comment est-ce que l'on peut, par des actions stratégiques, tout en étant à la fois stratégiques menées par les États, mais en même temps par les myriades de petits entreprenants ou entrepreneurs qui constituent un écosystème, un tissu économique. Comment est-ce que l'on peut avoir des leviers qui sont véritablement par le crédit, par l'éducation, par la formation, par l'accès aux technologies à coût décroissant, qui permettent d'avoir la constitution véritablement d'une économie qui se développe. Je rappelle que le développement, c'est retirer l'enveloppe, c'est-à-dire développer les potentialités propres aux sociétés et en même temps les capacités propres aux hommes, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'accès à des besoins élémentaires. C'est évident que la France a un rôle central. Elle a été très présente en Afrique, elle a toute une histoire commune, elle a des proximités géographiques. Il y a beaucoup d'Européens en Afrique, il y a beaucoup d'Africains en France, etc. Ceci étant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle est présente dans certains domaines. Elle est présente dans le domaine sécuritaire, par l'intervention militaire compte tenu des conflits, du terrorisme, du djihadisme, etc. C'est pas la peine de le développer. Elle est également présente, vous le rappeliez, par rapport à la réunion de Tananarive, dans le domaine de la francophonie. Donc il y a un certain nombre de francophones. Ceci étant, la politique française est quand même menacée par un certain nombre de phénomènes. Il suffit de voir qu'au présidentiel, actuellement, l'Afrique est complètement absente. Il n'y a pas de débat politique sur l'Afrique. Il y a peut-être des positions de candidats à titre personnel, mais ce n'est pas un débat important. D'autre part, les opinions publiques françaises, globalement, sont prises dans la représentation d'une Afrique qui déborderait les frontières et qui arriverait par les immigrés, ce qui est appelé immigrés, et qui, dans le cas présent, est pour l'essentiel des réfugiés, ce qui, évidemment, n'a pas du tout le même statut. Ce qui apparaît, c'est que il y a des problèmes de cohabitation en termes culturels, en termes religieux, qui prennent le devant de la scène. D'autre part, on a des politiques en termes de visas qui sont extrêmement contraires à une véritable coopération entre l'Afrique et la France. Donc on est dans une situation où il y a énormément d'opportunités parce que en Afrique, il y a des marchés qui se constituent, parce qu'il y a une jeunesse qui est prête à être employée, parce qu'il y a des coûts salariaux qui sont faibles, mais à part les très grands groupes économiques français, on peut en compter 5 à peu près ou 6, les PME françaises sont de moins en moins présentes. Les seules qui sont encore présentes, c'est celles qui sont contrôlées par des binationaux. Et on voit bien que la France, par les informations qu'elle a dans les médias qui sont toujours dans l'immédiat, c'est une vision plutôt négative, ou plutôt une vision, l'Afrique c'est quoi? Oh, c'est un bourbier, c'est les épidémies, c'est les guerres, les famines, et donc c'est une vision misérabiliste de l'Afrique qu'on a, ou au mieux compassionnelle, mais c'est pas une vision en termes de coopération, de possibilité de faire des alliances, de saisir des opportunités par des acteurs. Et donc évidemment il faudrait répondre à l'optimisme globalement des Africains qu'on voit dans les sondages, alors que nous avons une vision extrêmement pessimiste du futur.